Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous avons rendez-vous régulièrement avec Ronnie Michalil, le président de Galilée Asset Management, pour décrypter justement une des grandes thématiques d'investissement dans le monde. Ronnie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est cette encyclopédie des thématiques, ce codex des thématiques, 25 grandes thématiques d'investissement sur le plan mondial que vous screenez, que vous analysez, que vous pricez également. La thématique dont vous nous parlez ce mois-ci, c'est celle de la finance du futur, que regroupe déjà, pour qu'on ait tous à peu près le même niveau de compréhension, que regroupe cette terminologie finance du futur, Ronnie? Alors, ça désigne les acteurs qui font usage de la technologie pour favoriser le développement des services et des activités financières. Concrètement, ça veut dire qu'on retrouve les banques, et notamment les banques qui interviennent pour améliorer leur business model, principalement. On n'aura pas toutes les banques là-dedans. Ouais. Il y a les services financiers spécialisés, comme les plateformes qu'on peut en avoir en asset management qui collectent les rétrocessions, etc. On a les paiements digitaux. Voilà, et puis on a les sociétés financières disruptives. Ça, j'y reviendrai, parce qu'il faudra vous expliquer exactement ce que c'est. Bon. Et en quoi est-ce que c'est une thématique qui correspond justement à votre modèle de recherche? Pourquoi est-ce que cette thématique se retrouve dans le codex aujourd'hui, Ron? Alors nous, dans le codex des thématiques, on a 25 thématiques réparties dans 5 piliers, et ces thématiques doivent impérativement découler d'une ou plusieurs mégatendances et être structurelles, internationales et transversales. Ça, c'est vraiment la clé pour être dans le codex. Rentrer dans le codex. Voilà. Donc, ça évite toutes les thématiques un petit peu, qui sont des modes ou des tendances. On n'en est que sur les thématiques issues de mégatrends, mégatendances. Alors, ici, cette thématique, elle est portée par 4 mégatrends, donc c'est beaucoup. Il y a la digitalisation, la numérisation de l'économie, il y a l'émergence des classes moyennes, bien sûr, il y a la croissance de la population mondiale, et il y a les nouveaux modes de consommation comme l'e-commerce, par exemple. Et elle est structurelle dans le sens où le marché des fintech augmente croît à peu près de 20% par an en ce moment, et le marché de l'insurtech, qui est plus petit, plus récent, il croît presque de 50% par an. On est à 49% par an. Également, il y a tout ce qui est blockchain, avec par exemple Charles Schwab, le fameux provider d'ETF, qui nous dit qu'environ la moitié des jeunes de la génération Z veulent intégrer des cryptoactifs dans leur retraite. Et en effet, que ce soit les cryptos ou la blockchain en général, ça représente la technologie la plus prometteuse finalement pour cette thématique. En 2022, j'ai les startups de la blockchain qui ont levé quand même 30 milliards. En 2023, c'était un peu moins parce qu'il y avait la hausse des taux, mais c'est quand même vraiment structurel. Oui, ça devient visible. Tout à fait. Alors, international, je ne vais pas tellement revenir dessus, mais juste pour vous expliquer qu'on avait des acteurs généralistes. Alors, je peux prendre une banque internationale comme HSBC, par exemple, ou une banque plutôt plus locale comme la Banque Populaire, et des facilitateurs de transactions, Mastercard, Visa. Ça, c'était l'ancien schéma. Le nouveau schéma, le nouveau paradigme, c'est des acteurs généralistes toujours, HSBC, la Banque Pop, etc., des fintechs, par exemple eToro dans le trading, Ripple dans les cryptos, Ulule dans tout ce qui est crowdlending, des big tech aussi, avec Apple, par exemple, avec l'Apple Card que vous pouvez avoir maintenant, qui est une carte de crédit d'Apple qui vous donne du cashback, qui vous permet de payer avec Apple Pay. On a Google Pay aussi, on a Amazon Lending qui fait du crédit finalement à ses vendeurs sur sa plateforme. Voilà, donc ça, c'est les big tech, et on a les néobanques. On a N26, on a Wise qui est coté. Donc voilà, ça c'est un schéma de plus en plus international et transversal en un mot, puisqu'une thématique est toujours multisectorielle. Il y a principalement 2 secteurs dans cette thématique. C'est multisectoriel, il y a 2 secteurs. Il y a le secteur financier, bien sûr, à plus de 53% dans nos indicateurs, avec les services financiers et les banques. Et puis, il y a la technologie à 31%, et un tout petit peu la communication services. Par exemple, vous avez Tencent qui a le fameux WeChat Pay. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que ça donne en termes de prix? Comment se comporte en termes de prix cette thématique finance du futur par rapport aux actions mondiales? C'est toujours la référence, Ronnie.
Absolument. Alors en termes de PER, puisque c'est l'un des indicateurs qu'on regarde pour déterminer le prix des thématiques, on a un PER d'environ 21 fois. Ouais. Donc on est exactement dans la moyenne des thématiques. Par contre, la moyenne des thématiques est plus chère que le MSCI World, qui lui est plutôt à 18,5 fois les bénéfices. Thématique, croissance, quoi. Tout à fait, tout à fait. Généralement, pour être un méga trend, c'est qu'il y a de la croissance devant. Il y en a qui sont quoi. plutôt tilté value, Ouais. mais en général, elles sont plutôt croissance. Au niveau des performances, je vous ai apporté ce graphique. Contre-intuitivement, attention, la thématique finance du futur, mesurée par notre indicateur thématique, elle est plutôt corrélée à la croissance. On a une corrélation avec la croissance à 0,91. C'est une forte corrélation avec la croissance. Vous voyez qu'en 2022, lorsque les taux remontent, la thématique plonge. La thématique est en bleu foncé sur ce graphique. Le MSCI World est en gris. Et vous voyez... lorsqu'il y a une détente des taux vers fin 2023, début 2024, la thématique progresse de manière plus forte. Donc, contre-intuitivement, puisque le secteur bancaire est plutôt value, cette thématique est plutôt corrélée à la croissance. Donc, on a également, ce qu'on peut dire sur cette thématique, c'est une volatilité importante. Elle est autour de 20 parce que les marchés étaient assez calmes donc sur cette dernière année. Mais par contre, il faut savoir que parmi l'écosystème des thématiques, c'est l'une des plus volatiles. Ah oui. Voilà. C'est le côté fintech, c'est ça qui donne cette volatilité par rapport au reste du marché. Absolument. Côté croissance, hyper croissance, côté fintech. Point fort, point faible, justement. Quand vous regardez cette thématique en profondeur, quels sont les risques qu'il peut y avoir notamment, et bien sûr, quels sont les points forts pour l'avenir? Tout à fait. Alors, les risques, les points faibles, on va dire, l'impact de la réglementation. Ça, c'est vraiment le gros point faible qu'il faut surveiller quand on investit. Chez Galilée, on ne fait que des actions cotées. On va regarder, bien sûr, tout ce qui peut impacter les marchés, les cours des entreprises de cette thématique au niveau réglementaire. Bien sûr. Ça, c'est important. Il y a une inflation des cours réglementaires. Au niveau des banques, BAL 1, BAL 2, BAL 3. Les industries les plus réglementées au monde. Exactement. Et une baisse du chiffre d'affaires qui aurait pu être dirigé vers la R&D. Ça, c'est important. C'est un des points faibles. Ensuite, il y a une baisse aussi de la rentabilité de certaines activités de marché. En asset management, on a eu aussi une augmentation des coûts de réglementation indéniable. Le marché de capitaux aussi, tout ce qui est salle de marché. Donc voilà, ça peut avoir vraiment un impact non négligeable sur le cours des boîtes qui composent cette thématique. Il y a aussi le fait que la dispersion des acteurs engendre un risque plus important de cyberattaque. Alors certains vous diront, attention, parce que certains vous diront c'est un point fort, la blockchain est plus sécurisée, etc. Et du coup la décentralisation fait que même s'il y a un gros acteur qui est attaqué, c'est moins grave. Certains autres vous diront, et ça il faut faire attention, c'est au cas par cas, évidemment il y a des plus petits acteurs comme ceux que j'ai cités précédemment qui peuvent se faire plus facilement plus vulnérables peut-être que d'autres. Voilà. Et les points forts, bien sûr c'est un écosystème qui favorise la rapidité des transactions, que ce soit les fintech ou la blockchain, avec vos applis, c'est presque immédiat. La réduction des coûts opérationnels, ça c'est surtout la blockchain qui le permet. Élimination des intermédiaires, élimination des opérations manuelles. On a bien sûr la transparence des opérations, puisque tous les acteurs de la blockchain ont accès à tout l'historique des trades. Et puis la sécurité. C'est ça. Voilà. On retrouve aussi la sécurité dans les points forts. C'est ça. Une fois qu'une transaction est enregistrée dans la blockchain, elle peut plus être modifiée, elle peut plus être annulée. Enfin, c'est donc immuable. Alors, c'est quoi ce point sur les sociétés financières disruptives là Alors, les sociétés financières disruptives, en fait, ça va fonctionner un petit peu comme les banques. Ça va avoir les mêmes services finalement que les banques traditionnelles, les organismes traditionnels, sauf que bien sûr, elles vont être avec des taux de change. Enfin, elles vont casser les prix déjà. Oui. Et puis elles vont être avec de l'immédiateté. Très souvent, vous pouvez charger sur votre application de l'argent et l'utiliser immédiatement, le convertir dans n'importe quelle devise. Il n'y a qu'à regarder Wise, par exemple. Et puis, vous allez avoir des marges plus serrées que sur les banques. Ils vont vous faire des taux de change quasiment... Bien sûr, les spreads sont plus serrés. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est les sociétés... Il n'y a pas le coût de structure d'un établissement bancaire traditionnel. Il y a donc les banques, les fintech, les big tech
et les Ces établissements sociétés disruptifs. disruptives. Voilà. Bon. Comment investir sur cette thématique-là, dans le choix qui est offert par le marché en termes de produits? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Ronnie? Alors une fois n'est pas coutume, Grégoire, j'en ai 4 cette fois-ci. En général, il y en a 3, mais là j'ai 3 fonds et un ETF qui pourraient intéresser en fonction des besoins, bien sûr. On a 30 secondes, allez-y. Oui, tout à fait. Alors chez Jupiter, on a Jupiter Financial Innovation, environ 45% de banque, tout le reste fait partie de l'économie disruptive financière, plutôt un billet US sur celui-là. On a Odo Future of Finance. Lui est plus... historiquement, c'était Odo European Banks. Il a plus d'Europe que le précédent. C'est peut-être un héritage du passé. On a BGF FinTech qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus sur les FinTech que sur les banques. Et enfin, on a First Trust Innovative Transaction and Process. C'est un ETF tout à fait, qui vise tous les acteurs qui s'intéressent à la blockchain de manière générale, pas que aux crypto-monnaies. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour ce décryptage de cette thématique autour de la finance du futur. On vous retrouve régulièrement dans l'émission pour venir décrypter ces 25 grandes thématiques que vous analysez chez Galilée Asset Management. Ronnie Michali était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.